Pourquoi casser les pieds d'argile des idoles de la métaphysique et de la religion? À quoi ça sert? C'est la partie théorique qui va faire ça, c'est le généalogiste qui va faire ça. Mais pourquoi? Est-ce qu'il s'agit de casser pour casser? Est-ce qu'il s'agit de déconstruire pour déconstruire? Pas du tout. Il s'agit de préparer la morale de l'immoraliste, la morale de l'antéchrist, donc une morale qui ne sera ni platonicienne ni chrétienne. Et qu'est-ce que c'est que cette morale? Nietzsche va apporter une idée grandiose, c'est le cas de le dire, ce qu'il appelle le grand style. Et il y a deux grands types de force, et c'est à partir de là que la réflexion de Nietzsche sur ce qu'est le grand style, la grandeur, entre parenthèses, le mot grandeur est toujours univoque chez Nietzsche. Il a toujours le même sens, ça désigne toujours le grand style. Ce que Nietzsche appelle les forces réactives, et les forces réactives, ce sont des forces qui ne peuvent se poser dans le monde. Ce sont des forces qui ne peuvent produire leurs effets dans le monde qu'en détruisant ou mutilant d'autres forces. Elles se posent en s'opposant, et donc elles diminuent en quelque sorte la quantité de vie dans l'univers. Le modèle, c'est les dialogues de Platon, c'est à ça que Nietzsche pense. Vous voyez bien que dans les dialogues de Platon, la vérité se pose en détruisant d'autres forces qui sont les forces du mensonge, de l'illusion, de la mauvaise foi, des discours contradictoires. La vérité se pose toujours contre des erreurs, des illusions, des mensonges, de la mauvaise foi, etc. Et donc la vérité, vous voyez bien d'ailleurs dans l'histoire des sciences, hein, vous retrouverez cette idée chez Bachelard ou chez tous les grands théoriciens de l'histoire des sciences, eh bien, une théorie scientifique se pose toujours en réfutant d'autres théories. Elle se pose contre. Et dans les dialogues de Platon, eh bien, on parvient toujours à la vérité en réfutant les opinions contradictoires qui sont celles des interlocuteurs de Socrate. Pour aller à l'essentiel, c'est comme ça que ça se passe. Et donc la vérité, c'est le modèle des forces réactives. La vérité se pose toujours contre des forces qui, notez-le tout de suite, sont en jeu dans l'art. L'illusion, le mensonge, ça fait partie de l'art, évidemment, ne serait-ce que le trompe-l'œil, par exemple. Hein. Bon, eh bien, l'illusion de la perspective. Dans l'art, il y a de l'artifice. Et donc, la volonté de vérité qui anime à la fois la science et la philosophie, la volonté de vérité, elle se pose toujours en s'opposant. Dialectique platonicienne. Et autre caractéristique de la vérité qui va avec, la vérité est roturière, elle n'est pas aristocratique, elle est démocratique. 2 plus 2 égale 4, ça vaut pour tout le monde, ça n'est pas un goût distingué, dit Nietzsche. La vérité, elle est démocratique, elle est roturière, elle est plébéienne, Nietzsche multiplie les termes, elle a comme caractéristique de traverser les classes sociales et les frontières. 2 plus 2 égale 4, ça vaut pour les riches comme pour les pauvres, pour les puissants comme pour les faibles, pour les aristocrates comme pour les roturiers, mais aussi bien pour les Italiens, les Français, les Indiens ou les Allemands. Qu'est-ce que c'est que les forces actives? C'est le contraire. Les forces actives, ce sont celles qui peuvent se déployer dans le monde, qui peuvent produire leurs effets dans le monde sans diminuer la vie, sans annihiler, sans mutiler d'autres forces. Elles sont donc à la fois artistiques et aristocratiques. L'aristocrate, pour Nietzsche, c'est celui qui commande, c'est celui qui pose des valeurs sans discuter. Il ajoute cette phrase dans la description qu'il donne de l'aristocrate dans le Crépuscule des idoles, « Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose ». L'aristocrate ne démontre pas, il pose, il commande. Eh bien, c'est le cas de l'artiste. Un artiste, un vrai artiste, il n'a pas besoin pour créer ses valeurs de s'opposer à quelqu'un d'autre, comme le savant a besoin de s'opposer à une théorie antérieure. L'artiste, il pose des valeurs sans discuter, ce qui fait d'ailleurs que vous pouvez aimer Bach et Chopin, par exemple, tandis que c'est difficile d'aimer la physique de Descartes et celle de Newton. Il y en a une qui est manifestement fausse et l'autre qui est vraie. Vous ne pouvez pas prendre les deux, tandis que vous pouvez très bien aimer un art ancien, un art moderne, un art romantique, un art classique, que sais-je encore. Vous pouvez aimer des forces actives ou l'expression des forces actives dans l'art parce qu'elles n'ont pas besoin de s'opposer les unes aux autres, elles n'ont pas besoin de se nier les unes les autres, de se mutiler les unes les autres. Et donc l'artiste, c'est celui qui est le modèle de l'aristocrate, c'est-à-dire qui pose des valeurs sans avoir besoin d'argumenter, sans avoir besoin de démontrer, sans avoir besoin de discuter, de dialoguer, contraire des dialogues de Platon. Donc les forces actives, ce sont les forces qui sont en jeu dans l'art
et dans le monde aristocratique. Alors voilà, c'est là que le problème commence. C'est là que vous allez trouver quantité d'âneries dans les commentaires de Nietzsche. C'est là qu'on se trompe le plus souvent. Et c'est fâcheux parce que ça ne permet pas de comprendre ce qu'il y a de plus grandiose chez lui et qui est justement l'idée de grand style. On pense souvent, et c'est comme ça qu'on a présenté souvent après 68 un Nietzsche anarchiste, prônerait la libération sexuelle ou quelque chose comme ça, alors que Nietzsche déteste absolument tout ce qui ressemble à la libération sexuelle. Il fait l'éloge de la chasteté en permanence, mais on a voulu nous présenter un Nietzsche de gauche anarchiste. Bon, l'anarchisme, c'est ce que Nietzsche déteste le plus au monde. Pourquoi ? Parce que si on supprimait les forces réactives, on supprimerait des forces, on deviendrait automatiquement réactif soi-même. Et donc tout le projet de Nietzsche, c'est au contraire d'harmoniser les deux types de forces, sans en rejeter une. Même les forces réactives doivent être gardées. C'est ce qu'il appelle l'inimitié, entre parenthèses. Ce sera repris par Carl Schmitt, c'est l'idée qu'on a besoin d'ennemis, et que le grand style, c'est l'intégration de l'ennemi intérieur. Le grand style, c'est l'intégration des deux types de forces. C'est pas le rejet des forces réactives au profit des forces actives, c'est l'intégration des deux. Une magnifique illustration de ce qu'est le grand style, c'est exactement le geste d'un champion de tennis. Le geste d'un champion de tennis, le revers de Federer, par exemple. Pourquoi ? Parce que dans ce geste, vous voyez une intégration parfaite de tous les moments, de toutes si vous décomposez le geste, tout est parfaitement intégré, il n'y a aucune cassure, il n'y a aucune perte de puissance. Et donc ce geste est à la fois merveilleusement intégré, il n'est pas coincé, il n'est pas cassé, il est d'une pureté parfaite, et donc il est à la fois le geste le plus élégant, c'est le plus beau, et en même temps le plus puissant. La balle part à une vitesse extraordinaire, on a l'impression que le type ne dépense aucune espèce d'énergie et la balle part à 200 à l'heure. Et donc on a, dans cette intégration de tous les moments qui composent le geste, on a une image absolument parfaite du grand style. Mais j'aurais pu prendre un exemple aussi bien dans les arts. Le geste de l'archet d'un grand violoniste ou d'un grand violoncelliste, c'est la même chose. C'est à la fois le geste le plus élégant et en même temps, d'une certaine manière, le plus puissant. C'est-à-dire celui qui produit le maximum d'effets avec le minimum de dépenses, avec le minimum de causes. Et donc on a là une très belle illustration dans la vie quotidienne, si je puis dire, de ce qu'est le grand style. Et vous voyez bien, quand on joue mal au tennis, on a des gestes cassés, coincés. Ça part beaucoup moins vite, évidemment, c'est beaucoup moins puissant, mais c'est beaucoup moins beau aussi, c'est beaucoup moins élégant. L'élégance et la puissance marchent évidemment de pair.